Bonjour à tous, merci d'être là. Nous arrivons doucement au terme de notre parcours, notre première phase sur cette question de la place du droit dans la société de l'après-croissance. Donc première phase qui visait, vous vous en souvenez sans doute, qui visait à dresser une sorte d'état des lieux grâce à des économistes, à des sociologues, à des politologues, mais aussi à des philosophes. Qui visait à dresser un état des lieux de la question de la fin de la croissance et de la possibilité d'une vie, d'une société sans croissance. Et aujourd'hui, nous avons la grande chance précisément d'accueillir non pas un mais deux philosophes, Étienne Elmer d'abord, qui enseigne à l'université de Porto Rico, donc il nous vient de très très loin, même s'il n'a pas pris l'avion juste pour venir à notre séminaire, mais quand même on est très très heureux de l'accueillir, qui a écrit un petit livre, je ne sais pas si tu l'as ici, on peut le faire circuler. Hop. Ah ben, wow. Dans la collection Les précurseurs de la décroissance sur Diogène et les cyniques ou la liberté dans la vie simple, qui a également écrit dans la même collection un livre sur Épicure. Et donc l'idée au départ était qu'il fasse un exposé à la fois sur Diogène et sur Épicure. On avait ramassé sous le terme un peu général des anciens, par opposition aux modernes. Mais Étienne Elmer a préféré finalement centrer son exposé sur Diogène, qu'il considérait donc peut-être plus intéressant, plus révélateur d'une certaine pensée de la décroissance et de la vie simple. Et puis, pour lui répondre, nous aurons Joachim Lacrosse, qui remplace en réalité Sophie Klimis qui devait normalement donner la réplique à Étienne Elmer, mais qui, donc vous savez qu'elle a quelques soucis de santé, et notamment, en réalité des problèmes de vision. Et donc voilà, un grand merci à Joachim Lacrosse d'avoir accepté de remplacer Sophie au pied levé, d'avoir fait évidemment ce travail de préparation de cette séance. L'un et l'autre sont des philosophes spécialisés dans l'Antiquité, je pense qu'on peut le dire. Un philosophe de l'économie réellement, mais de l'économie de l'Antiquité, l'économie des penseurs de l'Antiquité, je ne peux pas me tromper. Et Joachim Lacrosse, qui est à la fois néoplatonicien, spécialiste platonisant plutôt. De platonisant, la nuance m'échappe déjà, et qui par ailleurs donc fait un exercice aussi de philosophie comparée et qui connaît assez bien la philosophie de l'Inde. Il est par ailleurs un célèbre musicien, enfin célèbre, en tout cas en passe de devenir très célèbre puisqu'il sort son premier album demain. Et qui est donc du sitar, qui est une musique typiquement indienne, justement, un instrument typiquement indien. Voilà, ça c'était pour la page de réclame. Voilà, mais écoutez, sans attendre, je vais donner la parole à Étienne pour une quarantaine de minutes. Oui. Voilà, vous avez reçu normalement tous dans la petite invitation un plan de son exposé. Et voilà, je pense que de toute façon, l'exposé, à mon avis, sera assez clair et facile à suivre. Voilà, merci. J'espère. Bien, bonjour. Je suis très heureux de venir parler de Diogène ici. Je remercie beaucoup Antoine Bayeux de m'avoir contacté et de me faire cette proposition sur la croissance vue à la loupe des anciens. Je remercie également Sophie Klimis, qui n'a pas pu être là, mais qui avait accepté de me donner la réplique. Et je remercie bien sûr Joachim Lacrosse, qui va se livrer à cet exercice. Alors, bon, la thématique peut paraître un peu surprenante. Pourquoi finalement convoquer les penseurs de l'Antiquité pour comprendre des défis de notre temps, défis économiques, sociaux, politiques, environnementaux? Il y a évidemment un grand danger qui est celui de l'anachronisme, ce qui fait que la démarche peut sembler suspecte et qu'on peut avoir envers elle beaucoup de méfiance. Les anciens, et notamment les Grecs dont je vais parler, étaient bien sûr étrangers au capitalisme. Ils étaient étrangers également au grand développement de la technique et de la science. Ils étaient étrangers aux grands bouleversements climatiques qui nous affectent. Et donc on voit mal comment ils pourraient nous aider à comprendre les deux faits contemporains suivants. D'une part, il semble assez évident, je crois, on pourrait en discuter, mais enfin que le modèle de société fondé sur la croissance économique est en crise, pour ne pas dire plus, avec des prolongements ou des ramifications dans les domaines sociaux, environnementaux et politiques.
Et deuxième fait, la question qui, je crois, est la question du fil conducteur de ce séminaire, qu'adviendra-t-il après la croissance? Qu'en est-il de la post-croissance? Je crois que nous n'apprendrons rien des philosophes de l'Antiquité aussi longtemps que nous leur demanderons des solutions toutes faites à nos difficultés, ou que nous chercherons en eux des figures de sagesse qu'il nous faudrait imiter dans un monde où vivre en sage a peut-être un tout autre sens. Donc je crois que ce n'est pas comme cela qu'il faut solliciter les penseurs antiques si on veut en faire quelque chose. Je crois que plutôt qu'on peut en tirer quelque chose si nous faisons nous-mêmes l'exercice de les lire en philosophe, c'est-à-dire en tâchant de comprendre comment ils formulaient leurs questions, comment ils élaboraient des concepts, pour réfléchir à des situations qui ne sont pas identiques aux nôtres, évidemment, mais qui sont analogues aux nôtres. Et je crois qu'on pourra aussi en tirer peut-être des modèles ou des pistes pour mieux réfléchir à notre présent. Le cas de la croissance et de la décroissance en offre un bon exemple. Avant d'en arriver à Diogène, je voudrais simplement rappeler que si l'on fait un rapide tour d'horizon de la littérature économique antique, eh bien on peut s'apercevoir que un certain nombre d'ouvrages de cette époque évoquent, mutatis mutandis, un débat autour de la croissance et de la décroissance. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est celui d'un auteur qui s'appelle Xénophon et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Économique, c'est-à-dire un traité d'administration d'un patrimoine et d'une terre. Xénophon fait dire à l'un de ses personnages que la finalité de l'administration domestique, le terme grec est oikonomia, donc qui a donné économie, la finalité de cette administration, c'est la croissance du patrimoine, dans le respect de la justice et de l'honneur. À quoi le personnage de Socrate, toujours dans le même ouvrage, oppose l'idée que la clé du bonheur consiste au contraire dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire dans le contrôle de ses appétits, ce qui implique de limiter sa croissance individuelle et patrimoniale. Et Socrate explique que c'est le meilleur moyen d'être riche, c'est-à-dire de ne jamais manquer de rien. Donc le débat est posé, de l'avis du philosophe ou de celle de l'économiste au sens antique du terme, ou de l'entrepreneur, pourrait-on dire, laquelle faut-il adopter? Autre exemple, La République de Platon. Alors, ce livre offre un second exemple très intéressant de la façon dont les penseurs de l'Antiquité mettaient la croissance, ses enjeux et ses dangers, au cœur de leur réflexion sur la place de l'homme dans la société, dans la cité. Dans cet ouvrage, Platon explique que les sociétés naissent par nécessité économique. C'est-à-dire que les hommes s'assemblent pour satisfaire des besoins que par eux-mêmes ils ne parviendraient pas à satisfaire. Donc chacun a besoin des autres pour combler ses besoins. Mais, précise Platon, ces besoins sont très nombreux et ils ont naturellement tendance à se démultiplier. Par conséquent, les activités économiques requises pour les satisfaire se multiplient également. D'où une croissance sans limite, en général, de la cité pour trouver des ressources à l'extérieur. Et Platon, à ce propos, qui résume à lui seul une vérité qui, je crois, fait écho aujourd'hui, nous serons donc obligés de faire la guerre, dit-il, pour conquérir des territoires extérieurs. Donc, Platon va essayer de proposer ensuite un remède pour limiter la cité et la contenir dans des bornes qui, justement, permettront de ne pas la mettre en péril, de ne pas la livrer à la guerre. Donc voilà, Xénophon, Platon, deux exemples que je traite bien rapidement ici, mais qui montrent que, même s'ils n'ont jamais employé, à ma connaissance, le terme assez récent de décroissance, eh bien, on peut généraliser ce qu'ils disent en voyant qu'une grande majorité des philosophes des époques classiques et hellénistiques peuvent être mobilisés pour réfléchir à l'idée d'une limitation dans la croissance, voire à l'idée de non-croissance, idée en laquelle ils voient, sous des formes très variées, l'une des clés de l'équilibre économique, mais aussi moral, social et politique des sociétés. La seule différence, je crois, sur laquelle on ne peut pas peut-être mobiliser les anciens pour la pensée contemporaine relative à la croissance et à la décroissance, ce sont les enjeux environnementaux, évidemment. Je crois que,
je ne l'ai jamais trouvé de propos sur la pollution, les questions environnementales chez les auteurs antiques. Voilà. Mais ceci mis à part, il me semble qu'il y a une grande analogie dont nous pouvons tirer parti aujourd'hui. Dans ce paysage, j'ai choisi d'évoquer Diogène le Cynique. Je crois que Diogène le Cynique est une figure à part, une figure assez originale dans le paysage antique. Pas simplement parce que sa pensée est radicale, originale et, j'espère le montrer, d'une puissance telle qu'elle fait écho à de nombreux aspects du monde contemporain et aux impasses de la société de croissance. Je crois aussi que la pensée de Diogène nous invite à réfléchir sur notre rapport au monde en termes de proximité et d'éloignement, de proche et de lointain. Ce qui est central, je crois, quand on réfléchit sur la croissance et ses enjeux aujourd'hui, et sur ce que pourrait être la post-croissance économique et politique. Alors je vais commencer par présenter Diogène. Vous avez dans l'exemplier la structure de mon exposé, ainsi que les textes principaux sur lesquels je vais baser ma démonstration. Je commence donc par présenter Diogène avec cette mention, une autre idée de la banque. Quelques faits d'abord. La vie et la pensée de Diogène ne nous sont connues que par des témoignages postérieurs, parfois de plusieurs siècles, à Diogène lui-même, et qui sont écrits sans aucun souci de vérité aux sciences scientifiques du terme. Alors, je ne veux pas du tout dire par là qu'ils sont faux, bien sûr, mais qu'il faut être attentif à la façon dont ils sont présentés, ces témoignages, car on y trouve souvent des traces d'influence d'autres écoles philosophiques et des prises de position qui peuvent être soit très partisanes et très favorables à Diogène. Par exemple, Épictète, le philosophe stoïcien Épictète, va écrire un chapitre de ses entretiens sur Diogène le Cynique, où Diogène apparaît comme une sorte de sage absolu, un peu trop sage d'ailleurs par rapport à ce qu'on lit ailleurs, et dont je vais parler. Et puis vous trouvez également des témoignages qui présentent Diogène comme pas du tout comme un philosophe, mais comme une espèce de de parasite nauséabond qui est absolument infréquentable. Donc, il faut prendre garde à l'origine des témoignages pour comprendre la pensée de Diogène. La source principale dont nous disposons pour comprendre la philosophie de Diogène, c'est un recueil doxographique, c'est-à-dire un recueil qui rassemble les opinions ou les pensées des philosophes de l'Antiquité. Cet ouvrage a été composé par quelqu'un qui s'appelle Diogène Laërce et qui s'appelle tout simplement « Vie et doctrine des philosophes illustres ». C'est un ouvrage qui a été écrit au IIIe siècle après Jésus-Christ. D'après cet ouvrage, donc, et d'autres sources concomitantes, notre Diogène le Cynique aurait vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il serait né à Sinope, il serait mort à Corinthe, après un long séjour à Athènes. Il était contemporain de Platon, Platon qui voyait dans Diogène le Cynique, je cite, un Socrate devenu fou. Bon, Socrate était déjà peut-être un peu fou, mais Diogène semble plus fou que lui encore. Et autre détail important, Diogène aurait été contemporain d'Alexandre le Grand. Donc Diogène se situe à un moment de transition entre la chute d'Athènes, qui a été à l'époque classique la cité la plus puissante du monde grec, et qui, après la défaite de Chironée, est devenue une province dans un empire immense, l'empire d'Alexandre le Grand. Donc Diogène est contemporain d'un changement, j'ai envie de dire, d'échelle dans ce que représente la puissance politique, la puissance économique et la puissance militaire d'un État, quoi. Alors, autre fait, avant d'entrer plus avant dans la vie de Diogène, ou pour commencer à y entrer, Diogène le Cynique est appelé ainsi pour sa proximité revendiquée avec le chien. Je crois que Diogène n'est pas un simple moraliste provoquant, ce n'est pas simplement cette figure un peu plate du révolté ou du contestataire, à laquelle il est très souvent réduit encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est un personnage qui dérange et assez peu fréquentable. Par exemple, il crache au visage de l'un de ses hôtes.
Il fait l'amour et se masturbe sur la place publique. Il mendie à toutes les portes. Donc, personnage qui détonne dans le paysage philosophique antique. Mais je crois qu'au-delà de ces facéties assez scandaleuses et de ces traits qui finiront par former l'image d'Épinal du cynique en bouffon, je crois que Diogène est quand même un véritable philosophe. C'est-à-dire qu'il propose à notre réflexion des outils conceptuels nouveaux et pertinents pour interroger le monde. Diogène n'est pas né philosophe, il l'est devenu par un geste de rupture qui va servir de modèle à bon nombre de ses disciples. Alors, rupture avec quoi? C'est ce que raconte Diogène Laërce au tout début du chapitre qu'il consacre à Diogène le cynique. C'est le texte numéro 1 que vous avez dans l'exemplier. Donc, je lis ce texte. Selon Dioclès, c'est parce que son père, donc le père de Diogène, qui tenait la banque publique, avait falsifié la monnaie que Diogène s'exila de Sinope. Mais Eubulide, dans son ouvrage sur Diogène, dit que c'est Diogène lui-même qui commit le méfait et qu'il erra en compagnie de son père. Il faut ajouter que Diogène dit lui-même, sur son propre compte, dans son Port d'Alos, c'est un ouvrage perdu de Diogène, qu'il falsifia la monnaie. Il en est pour dire qu'il avait reçu de son père la monnaie de Sinope et que c'est lui-même qui l'altéra. Le père fut emprisonné et mourut, tandis que lui partit pour l'exil. Alors nous entrons là de plein pied, je crois, dans le rapport entre Diogène le cynique et le thème de la croissance et de la décroissance. Ce qui me semble très pertinent dans ce témoignage, pour notre réflexion d'aujourd'hui, c'est un fait, ou plutôt des faits, puisque vous voyez que les versions sont très controversées, mais surtout sa signification. C'est que Diogène met en déroute l'institution économique et politique centrale qui est la Banque nationale. Et il falsifie l'objet de cette institution qui est la monnaie. Alors si l'on se penche en ce détail sur le témoignage, commençons par la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie pour Diogène? La monnaie n'est pas seulement un instrument de paiement, elle est aussi l'expression chiffrée des valeurs de la cité et le moyen de les faire circuler. C'est ce que souligne le double sens du terme nomisma, en grec, terme qui désigne à la fois toute convention en général, et plus particulièrement cette convention qui est la monnaie. Ce que pointe Diogène dans la monnaie, c'est l'articulation problématique de ces deux concepts généraux pour les philosophes que sont, excusez-moi, le prix et la valeur. Le prix des choses n'est pas la valeur des choses. Ce que pointe Diogène, c'est, à propos de la monnaie, la façon qu'une société a d'exprimer sous la forme objective du prix sa propre façon de donner une valeur relative à toute chose. Selon lui, selon Diogène, donc, le critère d'évaluation en usage dans la plupart des sociétés est cette idée erronée, selon lui, qui consiste à croire que la vraie richesse consiste dans l'acquisition et l'accumulation indéfinie. Pour Diogène, une telle idée n'engendre que frustration et violence. Elle fait obstacle à la paix et à la liberté, qui sont pour lui les deux valeurs fondamentales et qui devraient être les critères permettant de mesurer la valeur véritable des choses. Selon Diogène, et là encore je crois qu'il y a un écho assez fort à notre présent, la cité tout entière dans laquelle il habite est marquée par un désir conçu comme un manque, tourné vers l'accumulation, et qui devient source de violence et d'asservissement. C'est cela qu'il dénonce chez Alexandre le Grand. Dans une anecdote assez célèbre, que vous connaissez sans doute, qui est la suivante. Je cite, « Alors qu'il prenait le soleil au Cranéion, c'est un endroit à Athènes, Alexandre survint qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux », et Diogène de répondre « Cesse de me faire de l'ombre ». Donc, on retient souvent de cette anecdote l'arrogance véritable de Diogène qui n'hésite pas à y conduire l'homme le plus puissant du monde. Mais je crois que ce qui est en jeu dans cette anecdote, c'est au contraire, c'est plutôt, ou aussi, deux façons de désirer. C'est-à-dire Alexandre qui conçoit le désir comme accumulation, comme manque qu'il faut combler par une accumulation de biens et d'objets, et qui vient donc trouver Diogène en supposant que lui-même partage cette vision des choses. Et Diogène qui lui répond
et qui le renvoie en lui disant « Mais Alexandre, ta façon de désirer ne convient pas. Désirer, ce n'est pas ça. Désirer, c'est jouir de ce qu'on a, de ce qui est, dans un rapport de proximité au monde. Et de quoi jouit Diogène, vous pouvez le remarquer dans cette anecdote, eh bien du soleil, c'est-à-dire d'un objet qui n'est à personne et qui est donc à tous, inépuisable, et ne pouvant donc engendrer de violence et de concurrence. Plus généralement, on peut dire que pour Diogène, dans la plupart des cités, le prix traduit une mauvaise évaluation qui a été institutionnalisée et acceptée comme si elle allait de soi, comme si elle était naturelle. Une autre anecdote le souligne, je cite, c'est le texte numéro 2, « Ce qui a beaucoup de valeur, disait-il, se vend pour rien et inversement. En tout cas, une statue se vend pour 3000 drachmes, alors que pour 2 sous de cuivre, on a une mesure de farine. » Alors, Diogène ne souhaite évidemment pas que la farine coûte plus cher que la statue, mais ce qu'il veut dire par là, je crois, c'est qu'il y a un décalage complètement absurde entre le prix des choses et leur valeur pour la vie, absurdité qui n'apparaît que si l'on adopte un autre critère d'évaluation que celui de la société, à savoir la richesse comme accumulation. Contrairement à ce qu'on lit parfois dans les ouvrages consacrés au cynisme antique, Diogène ne demande pas l'abolition du prix et de la monnaie. Il propose plutôt d'en régler l'usage sur un autre critère, plus cohérent avec son idée du bonheur. Et ce critère, c'est celui de la liberté et de la simplicité, sur laquelle je vais revenir. On prête à Diogène l'idée d'avoir voulu remplacer la monnaie par des osselets. Et là encore, je crois que ce jouet qu'est l'osselet, je ne sais pas si on joue encore beaucoup aux osselets aujourd'hui, mais enfin on y a joué beaucoup à une époque, le jouet n'est pas une invitation à supprimer la monnaie, mais justement à prendre conscience que la monnaie, il y a dans l'usage de la monnaie une part de jeu et donc de convention. Et donc une invitation à réfléchir sur les bonnes règles du jeu, justement. Je passe maintenant à l'institution qui frappe monnaie et qui la diffuse, c'est la banque. Le rôle de la banque, que j'appelle la banque nationale, puisque les cités antiques avaient chacune leur banque, qui frappait la monnaie, qui battait la monnaie et qui la diffusait, avec un contrôle très rigoureux sur l'ensemble des pièces qui étaient en circulation. Bon, j'ajoute ce détail parce qu'il y a bien sûr ici les questions de falsification de la monnaie. Et le père de Diogène avait en charge la banque de Sinope. Donc il était responsable du cours des choses, de la valeur des choses. Le rôle de la Banque nationale pour Diogène est de sceller et d'entériner cette façon admise d'évaluer les choses. Le père de Diogène, donc Icésias, devait garantir la valeur de la monnaie en s'assurant que les pièces en circulation n'étaient pas contrefaites et qu'elles pouvaient donc servir de vecteur à cette échelle de valeur déterminée par la cité. Pour Diogène, tant qu'elle fonctionne en obéissant à de tels critères, la banque est une institution qui institue le malheur et la violence. En travaillant aux côtés de son père, Diogène ne falsifie donc pas de simples pièces en circulation, il les falsifie à la source, commettant ainsi à la fois une sorte de parricide symbolique et surtout une remise à plat du fonctionnement de la société dont il ébranle 2 des principaux fondements, à savoir la banque et la monnaie. Alors, pour nous qui réfléchissons à la croissance et à sa limitation, il me semble très intéressant que le témoignage de Diogène Laërce sur Diogène le Cynique commence justement par évoquer la remise en question, non pas du tout du pouvoir politique au sens du gouvernement, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un philosophe aussi critique que Diogène, mais par la remise en question de la banque, comme si finalement le point d'appui central de la cité, ce n'était non pas le gouvernement, mais la banque. Comme si Diogène percevait que le lieu fondamental du pouvoir n'était pas l'assemblée du peuple, ni la cour du tyran, mais en quelque sorte au-dessus d'eux, la banque, donc, dont les hommes politiques ne sont finalement que les relais. Un texte de Diogène le montre très bien, qui je crois encore a une certaine actualité. Diogène, c'est le texte numéro 3, où Diogène répond à Alexandre qu'il n'est que l'instrument du désir d'acquisition qui anime la plupart des hommes avec lui, et lui avec, et qui donc a besoin de la banque comme relais. Voici ce qu'il dit, c'est une lettre
une lettre de Diogène. Alors, juste un détail, les lettres de Diogène ne sont pas du tout de Diogène. Ce sont des lettres fictives, écrites à la manière d'eux, où on supposait que Diogène aurait pu écrire ceci dans tel contexte et répondre ceci à tel interlocuteur. Mais elles ont été écrites bien après la mort de Diogène. Donc dans cette lettre 33, on lit ceci, c'est Diogène qui parle, « Aucune guerre ne menace de m'arracher ce qui m'appartient, comme c'est le cas pour les Macédoniens et les Lacédémoniens, ou d'autres encore, ce qui les pousse à avoir besoin d'un roi. » Alors ce que je trouve intéressant dans ce témoignage, c'est que finalement la fonction politique est complètement subordonnée au désir d'acquisition. Et que donc finalement la propension à accumuler va faire de la politique un pur instrument, et pour Diogène, Alexandre n'est qu'un jouet dans ce mécanisme. Que cette rupture et cette remise en cause de la banque et de la monnaie constituent un geste fondateur dans le cynisme antique, c'est ce que montrent les imitations qu'en produisent les autres cyniques. Les autres cyniques ont imité Diogène dans ce geste. Vous en avez un bon exemple dans le texte numéro 4. Monime de Syracuse, élève de Diogène, était serviteur, donc esclave, à ce que dit Sosicrate, d'un banquier de Corinthe. Ce banquier recevait des visites fréquentes de Xéniade, l'homme qui avait acheté Diogène et qui, en décrivant dans le détail la vertu que le philosophe manifestait dans ses actes comme dans ses paroles, inspira à Monime un amour passionné à l'égard de Diogène. Diogène a été acheté comme esclave par Xéniade et il a été chargé d'assurer l'éducation de ses propres enfants. Donc, Xéniade vante les mérites de Diogène chez le banquier, chez un banquier de Corinthe, et sur le champ, Monime, qui est présent, simule la folie, jette de tous côtés la menue monnaie, ainsi que tout l'argent qui se trouvait sur le comptoir du banquier, jusqu'à ce que son maître le renvoya. Voilà. Donc, Monime, imaginez à la banque un employé qui finalement jette la caisse par terre, sème la panique dans la banque et est renvoyé. Voilà. Il y a cette idée finalement que il faut mettre la banque en crise pour commencer à philosopher. Après cette présentation générale de Diogène et surtout la façon dont il est entré en philosophie, il reste à voir comment ce geste inaugural se traduit dans la vie ordinaire, à l'échelle individuelle comme à celle de la cité. Et quelle réponse Diogène prétend apporter à cette incohérence qu'il repère dans l'institution des valeurs de la cité. Donc je passe maintenant à mon second point, intitulé « De la vie coûteuse à la simplicité et à la frugalité ». Alors, je vais présenter ici des concepts propres à Diogène le cynique ou au cynisme. Michel Foucault, dans le dernier cours qu'il a donné au Collège de France, qui s'appelle « Le courage de la vérité », a consacré 5 des 9 leçons à Diogène le cynique. Et il explique que les cyniques ont une charpente théorique, je cite, très rudimentaire. Je crois que c'est assez juste. Il n'y a pas beaucoup de théories, de systèmes théoriques très développés chez les cyniques, mais il y a quand même des concepts qui sont pointés et qui sont importants pour comprendre justement leur démarche. Le premier concept, c'est celui de la vie coûteuse, ce qui en grec se dit poluteleia. Les cyniques voient le bonheur dans la tranquillité de l'âme et la joie que procure la liberté à l'égard de la fortune et de tout élément extérieur à soi. Ce qui implique une recherche d'autosuffisance individuelle et collective la plus poussée qui soit. Selon Diogène, la plupart des hommes vivent complètement à l'opposé de ce modèle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas qu'ils ignorent complètement qu'ils ne sont pas très sages, mais c'est surtout qu'ils sont esclaves de leurs appétits, de leur représentation parfois erronée du bonheur, et aussi qu'ils manquent d'audace pour changer de vie. Captifs d'une telle manière de penser et de vivre, la plupart des hommes mésusent de leur raison et mènent alors une vie coûteuse ou une vie de poluteleia.
Alors que veut dire coûteux ici? Coûteux ne renvoie pas nécessairement ou pas d'abord au sens financier du terme. Polytéléia veut dire plutôt, je crois, l'idée qu'il y a beaucoup d'intermédiaires nécessaires à faire intervenir entre un désir et sa satisfaction. La polytéléia, ou la vie coûteuse, fait bien sûr d'ordinaire de la richesse son moyen privilégié, mais elle ne s'y identifie pas. Excusez-moi. Relève de la vie coûteuse tout ce qui s'interpose entre le besoin et sa satisfaction la plus immédiate, alors même qu'une option plus simple et plus directe serait disponible. C'est tout ce qui complique finalement la satisfaction d'un besoin et entraîne un risque de dépendance envers l'extérieur et donc une perte de liberté, ou du moins une menace pour la liberté. Bien sûr, la polytéléia, ou cette vie coûteuse, a beaucoup plus de chances d'être suscitée par certains objets, par exemple des objets de luxe, ou des objets qui nécessitent beaucoup de préparation pour être élaborés, que par d'autres, qui seraient moins onéreux, plus rudimentaires, etc. Mais le propos de Diogène n'est jamais de dresser une ligne de partage entre les choses permises et les choses prohibées. Tout se joue plutôt dans le rapport aux choses, selon les circonstances. Par exemple, le vin, qui est un produit de la civilisation et de la technique, ne relève pas intrinsèquement de la vie coûteuse, de cette polytéléia. Tandis que l'eau, produit naturel, qu'on peut puiser à la source, serait du côté de la simplicité. Non. Bien sûr, Diogène tend à privilégier l'eau, mais il boit du vin si les circonstances font que c'est ce qui lui est le plus accessible, le plus directement consommable. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre cette plaisanterie de Diogène, mais plaisanterie très profonde, je crois. Je cite, « Interrogé sur le point de savoir quel était son vin préféré, il répondit « celui des autres ». Il y a là, je crois, à la fois cette idée qu'il n'y a pas d'aliments prohibés, mais que tout de même il faut se préserver d'une trop grande dépendance à des objets complexes qu'on n'aurait pas et qui exigeraient beaucoup de médiation pour les obtenir si justement on n'en dispose pas. Donc il n'y a pas de prohibition, il y a plutôt l'idée d'un rapport circonstancié aux choses selon le degré de simplicité avec lesquels on peut ou pas les acquérir. La vie coûteuse, la polytéléia donc, menace dès le niveau du besoin le plus élémentaire qui est la faim. On trouve chez Diogène le cynique beaucoup d'anecdotes relatives à la consommation d'aliments, au repas. Il souligne à plusieurs reprises le pouvoir d'asservissement dont la nourriture peut être le relais. Par exemple, comme Cratéros. Cratéros était un général d'Alexandre, donc un homme puissant. Comme Cratéros lui demandait de venir le voir, il dit « À vrai dire, je préfère lécher le sel à Athènes que jouir de la somptueuse table de Cratéros. » Et ici, somptueuse traduit l'adjectif qui correspond au mot polytéléia. Autre exemple. À qui proclamait Callisthène bienheureux sous prétexte qu'il avait part aux magnificences d'Alexandre. Donc la magnificence, c'est toujours polytéléia, donc chose coûteuse, complexe. Diogène dit « Il est malheureux, lui qui déjeune et dîne quand il plaît à Alexandre. » Donc vous voyez que sur cet exemple, un simple repas est déjà une source d'asservissement. Il y a aussi un grand débat avec Platon. Platon est un ennemi, une cible privilégiée de Diogène, et voici ce que dit une anecdote. Excusez-moi, j'ai dû faire... Non, je n'ai pas mis le texte sur l'exemplier, d'accord. Comme vous le savez, Platon est parti à la cour du tyran Denis de Syracuse pour essayer d'implanter sa république. Et voici ce que dit l'anecdote. Platon, à la vue de Diogène qui lavait des légumes, s'approcha et lui dit tranquillement « Si tu flattais Denis, Diogène, eh bien, tu ne laverais pas de légumes. » Ce à quoi Diogène répondit tout aussi tranquillement « Et toi, si tu lavais des légumes, eh bien, tu n'aurais pas à flatter Denis. » Voilà. Donc, tu n'aurais pas à flatter Denis, tu n'aurais pas à flatter le tyran. L'intérêt de ces témoignages est de montrer que le point d'ancrage de la servitude se situe dans quelque chose qui est à la fois vital et nécessaire,
mais aussi par cela même très local, quelque chose sur quoi nous pouvons reconquérir une forme de pouvoir sur nous-mêmes et sur le reste du monde. Comme vous le voyez, pour évoquer la servitude, dont la polytéléia ou la vie complexe ou coûteuse est la source, Diogène n'évoque pas ici un appétit pour les richesses démesurées ou pour le pouvoir, mais simplement l'appétit pour la nourriture et le plaisir du ventre, qui peut conduire à la mise en place d'une dépendance très forte envers des puissants. Le ventre n'est toutefois qu'un point de départ sur le chemin de la servitude. Avec les désirs tournés vers des objets plus luxueux, vers l'accumulation, le risque évidemment de dépendance ou de servitude à la fortune ou à d'autres hommes, par leur intermédiaire, sera multiplié. Voilà pour la première notion. La seconde notion que Diogène va opposer à celle que je viens de présenter, c'est la voie courte de ce qu'il appelle l'eutéléia. Donc le mot est formé de la même façon. Eutéléia que je traduis en général par simplicité. Malgré les apparences, la simplicité ou eutéléia n'a rien du tout d'un retour à la vie sauvage ou à la vie primitive. Ça, c'est aussi une lecture qui est assez fréquemment faite de la pensée de Diogène. Je crois qu'elle est erronée. Ce sont les textes 5 dont vous avez la reproduction sur l'exemplier. Premier texte. Il plaît aux cyniques de vivre frugalement, en usant des aliments d'un régime autarcique et du seul manteau simple, en méprisant richesse, réputation et bonne naissance. Quelques-uns, en tout cas, mangent des herbes et ne boivent rien d'autre que de l'eau froide et utilisent des abris de fortune ainsi que des tonneaux comme Diogène. Alors, ce n'était pas du tout un tonneau, d'ailleurs, c'était plutôt une jarre, puisque les tonneaux n'existaient pas dans l'Antiquité. Comme Diogène qui disait que le propre des dieux est de n'avoir besoin de rien, et celui des gens semblables aux dieux, de désirer peu de choses. Deuxième témoignage, tiré des textes écrits par l'empereur Julien, dans un texte intitulé « Contre Hierocléos le cynique », où l'empereur Julien n'est pas du tout hostile aux cyniques, mais il départage les vrais cyniques des cyniques qui ne sont finalement que des parasites, selon lui. Le vrai cynique fuit les nourritures superflues et se refuse au plaisir de l'amour. Là, il y a encore, par exemple, vous avez là encore un bon exemple d'un portrait très édulcoré de Diogène. Pour les exigences du corps, il ne suit pas l'opinion. Il n'attend ni le cuisinier, ni le hachis aux fines herbes, ni le fumet du rôti. Il ne regarde d'un œil de convoitise ni Phryné ni Laïs, donc des noms de femmes, non plus que l'épouse, la fillette ou la servante de personne. Mais il satisfait de son mieux avec les premières choses venues aux soins du corps et chasse le trouble causé par celui-ci. La voilà, la voie la plus courte. Le terme téléia désigne à l'origine ce qui est bon marché, de même que polytéléia désignait ce qui était cher ou coûteux. Mais là encore, l'analogie se poursuit. Le téléia ou la vie simple renvoie plus précisément à cette exigence donc de simplicité qui ne consiste pas en une série de prescriptions et de prohibitions, mais en la capacité de s'adapter aux circonstances par le choix de l'attitude la plus propice à nous conserver notre liberté au sens d'autosuffisance. Et simple, ce qui assure notre liberté. C'est ce qui explique la diversité des réponses apportées par Diogène à un même besoin, selon les circonstances où il survient. Je vais prendre deux exemples. L'exemple de la nourriture, encore une fois, et celui du sexe. Concernant la nourriture, l'ordinaire du cynique est fait plutôt d'eau que de vin, comme je l'ai expliqué, et de légumes à la fois faciles à se procurer et exigeant peu ou pas de préparation pour pouvoir être consommés. Mais cela n'empêche jamais le sage de, je cite, « manger des gâteaux comme les autres hommes », dit Diogène, voire de proposer même le cannibalisme, provocation bien sûr destinée non pas du tout à lever le tabou fondateur de la civilisation, mais à nous faire réfléchir à ce qui est proche et à ce qui est lointain, dans la perspective d'une limitation de la croissance de nos appétits et de proche en proche de toute la société. Le sexe. Un certain nombre de témoignages, et ils sont assez nombreux d'ailleurs, relatent que Diogène se masturbait en public ou en privé. Ces témoignages, je crois, certes très provoquants, correspondent eux aussi à cette recherche de la satisfaction la plus simple à apporter à l'appétit sexuel, au point que Diogène en aurait fait, non sans provocation, un modèle même de simplicité pour répondre à nos besoins vitaux. On retrouve plusieurs fois chez Diogène Laërce cette anecdote
Diogène aurait dit « Ah, si seulement on pouvait apaiser sa faim en se frottant le ventre de la même façon ». Cette attitude n'a rien d'un dogme qui interdirait les relations sexuelles. Ce n'est pas du tout ça que veut dire Diogène. D'autres textes montrent que Diogène aurait préconisé l'entière liberté sexuelle, je cite, « au hasard des rencontres », en jouant même avec le tabou de l'inceste, comme il a joué avec celui du cannibalisme. Là encore, Diogène ne nous invite pas à commettre l'inceste. Il recourt, sur le mode de la provocation, à nous faire réfléchir, il recourt à la provocation, encore une fois, pour nous faire réfléchir à ce que signifie le proche et le lointain quand nos appétits sont en jeu. C'est-à-dire, le lointain, c'est ce qui nous éloigne de notre liberté, le proche étant ce qui nous y ramène. Voilà pour ces deux exemples. Quelles sont les implications économiques de cette simplicité ? La recherche de la simplicité et du proche implique que pour les cyniques, le travail doit être limité au minimum nécessaire. Les cyniques ne refusent pas de travailler, mais uniquement dans la mesure où ils en retireront un bénéfice pour leurs besoins, et c'est tout. En outre, les cyniques recourent à la mendicité. Là encore, dans l'idée à la fois qu'ils se satisferont de ce qu'on leur donne, et non pas qu'ils chercheront par tous les moyens à obtenir ce qu'ils aimeraient obtenir dans la représentation d'un désir qui serait un désir du manque d'un objet. Alors que gagne-t-on, selon Diogène, à vivre de cette façon ? D'une part, Diogène explique que cette vie simple rend plus endurant, donc on y gagne pour la santé. Deuxièmement, on a pu dire aussi que pour Diogène, cette vie simple était une source de plaisir plus intense que ce qu'une vie de profusion finit par rendre artificielle et par émousser un peu. À force de désirer sans envie, eh bien, on ne jouit plus d'une certaine manière. Plus important peut-être pour nos préoccupations sur la croissance et la décroissance, la vie simple et frugale empêche aussi la violence dont les désirs humains sont porteurs de se déchaîner, parce que les ressources sur lesquelles elles se fondent sont suffisamment abondantes pour tous et qu'elles sont dénuées de valeur matérielle dans l'échelle ordinaire des valeurs. Enfin, et surtout, la vie simple ou la vie d'eutéléia est la condition matérielle de l'autarcie cynique et par là de sa liberté. Qu'est-ce que c'est que cette autarcie ? L'autarcie est un concept assez présent chez les philosophes grecs. Il ne s'agit là ni de l'autarcie politique et économique collective, celle de la cité, comme c'est le cas chez Platon ou chez Aristote. Ce n'est pas non plus la capacité de produire pour soi-même tout ce dont on a besoin. Cette autarcie, c'est la capacité de se satisfaire le plus possible par soi-même, pour ne dépendre que de soi-même. C'est-à-dire que c'est une expérience de la liberté ou d'une indépendance forte des individus à la fois à l'égard de leurs propres désirs, à l'égard des valeurs de la société, à l'égard de la fortune et de ses changements, et plus encore à l'égard des autres hommes et du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur nous par l'intermédiaire de nos désirs. Donc voilà pour ma présentation de Diogène. Pour finir, je voudrais m'interroger avec vous sur ce qu'il peut y avoir d'opératoire dans ces réflexions pour une pensée contemporaine relative à la croissance et aux enjeux qui sont liés à sa limitation. Surtout d'ailleurs dans le cadre d'une société où nous sommes en pleine médiation. Il y a des médiations partout, sur le plan social, et économique et politique notamment. C'est mon troisième et dernier point, être cynique aujourd'hui. Par être cynique aujourd'hui, je n'entends pas bien sûr comment passer à une vie cynique, mais je cherche à réfléchir sur ce que nous pouvons retenir ou ce que nous pouvons puiser au cynique pour en tirer un modèle de réflexion pour mieux approcher notre présent. J'ai distingué trois sortes d'enjeux de façon assez scolaire. D'abord des enjeux économiques. Je crois que l'enjeu économique fondamental de la vie simple, de l'eutéléia,
ou du moins l'un d'entre eux, serait de réfléchir à richesse et pauvreté, c'est-à-dire d'inviter à les repenser. Bien sûr, la vie simple de Diogène suppose une certaine forme de pauvreté. Les cyniques sont pauvres, pour la plupart d'entre eux, et tous entrent dans la vie cynique en rejetant leur patrimoine, leurs biens, leur argent. Mais que signifie être pauvre? Faut-il se défaire de tout et se mettre à mendier, comme Diogène? Je crois que la réflexion de Diogène sur la richesse et la pauvreté n'est pas une incitation à vivre dans la précarité. Et d'ailleurs, pour les cyniques, il n'y a plus rien de précaire, puisque leur but est de se rendre maître de la fortune. Les cyniques inversent ou falsifient le sens courant de ces notions. Être pauvre pour un cynique, c'est désirer sans fin les biens, vouloir accumuler, même si l'on possède déjà beaucoup. La richesse, selon Diogène, ne s'évalue pas en termes quantitatifs de biens accumulés, mais en termes de réduction de nos besoins et de moyens simples pour y répondre selon les circonstances. Certes, le contexte, économique, technique, politique, social, compte pour beaucoup dans cette réflexion et dans le type d'action à mener pour tenter d'en tirer quelque chose. Mais je crois qu'il y a là des principes généraux qui peuvent servir de guide. Moins de servitude, premier principe, et comprendre la richesse, deuxième principe. En partant de là, il serait possible de poursuivre la réflexion en s'interrogeant sur la part et la nature du travail ou de l'emploi dans les sociétés modernes et sur son objectif. Bref, toutes ces réflexions de Diogène, sur le plan économique et dans leur lien avec la richesse et la pauvreté, me semblent rejoindre un peu, en un sens, celle de Dominique Méda sur la richesse, qui je crois est venu parler ici, ainsi que celle d'anthropologues comme Marshall Salins, par exemple, sur l'abondance dans les sociétés primitives dans certaines îles du Pacifique. Je passe maintenant aux enjeux sociaux. Il résulte de cette reconsidération de la richesse, qui va de pair avec la reconsidération du désir, une réévaluation des rapports sociaux. Et là, je vais me pencher plus sur la pratique de la mendicité. La pratique cynique de la mendicité articule l'économique d'un côté et le social-politique de l'autre. Mendier, pour Diogène, ce n'est pas demander le nécessaire. Ce n'est pas recevoir une part de quelque chose qui appartient à autrui, sur le mode d'un transfert de biens. Tel que la conçoit Diogène, la mendicité abolit l'échange conçu sur le modèle de l'échange marchand, c'est-à-dire l'échange comme transaction compensatoire. Je donne et je reçois en échange. La mendicité, telle que Diogène la conçoit, se présente de deux façons alternatives à l'échange compensatoire. Le premier modèle, c'est celui qui est présent dans les lettres cyniques, les lettres qui ne sont pas des cyniques, justement, que j'évoquais tout à l'heure. Le Diogène qui nous est présenté dans les lettres cyniques inverse le sens de la mendicité en substituant à la posture du mendiant qui quémande celle du mendiant qui accepte de recevoir et qui met en balance ce bien qu'est la philosophie lorsqu'il accepte de recevoir quelque chose. Par exemple, Diogène, dans ses lettres, explique qu'il n'accepte de pain que de ceux auxquels il a rendu service, c'est-à-dire ceux auxquels il a pu donner une leçon de philosophie. De même, il explique qu'il ne dîne que chez ceux qui ont besoin de philosophie. Alors, ce qui me semble intéressant dans ces citations, c'est bien sûr que, d'une part, le mendiant est en position de suprématie par rapport à ce qu'il est d'ordinaire. C'est lui qui a la maîtrise, en quelque sorte, du circuit de l'échange. Et deuxième point intéressant, je crois, c'est que quelle est la nature des biens échangés? Le strict nécessaire, du pain, un repas, contre de la philosophie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a peut-être pas de prix, justement. Néanmoins, dans ce système, ou dans cette reconfiguration de la mendicité par Diogène, on reste toutefois dans un système de dons et de contre-dons relativement analogue à la transaction marchande, la transaction compensatoire. D'où un second modèle de mendicité qu'il me semble qu'on peut repérer dans d'autres témoignages, et qui là est beaucoup plus fort, je crois, pour nous inviter à réfléchir aux rapports sociaux. Diogène explique, dans d'autres témoignages, que quand il mendie, eh bien, en réalité, il ne mendie pas vraiment.
il ne quémande pas auprès de ses amis, il leur demande son dû. Alors là, il y a un jeu de mots en grec. Quémander, mendier, se dit aitein. Demander son dû se dit ap aitein. Ap aitein, donc recevoir. Mais recevoir quelque chose qui nous appartient déjà. La raison invoquée par Diogène pour changer le sens de la mendicité, c'est, je cite, « Les biens des amis sont communs et tout appartient aux sages ». Le modèle d'échange à l'œuvre dans ces deux formules n'est plus du tout celui de la transaction monétaire. Ce n'est plus celui non plus du don contre don. C'est celui que j'essaye de décrire de la façon suivante. C'est une sorte de transition, de passage, une sorte d'échange sans perte, où ce qui est prélevé à l'un n'occasionne aucun manque pour lui, n'est soustrait à personne, ce qui permet à la fonction de l'échange d'accomplir sa fonction de lien sans jamais creuser de différend, sans jamais creuser d'interstice par où pénètre la violence, et donc sans jamais donner lieu à l'injustice. Donc il y a, de façon très très succincte, présente chez Diogène, cette idée qu'on pourrait transformer peut-être notre conception de l'échange si tout d'abord nous transformons notre conception du désir. Enfin, je terminerai par les enjeux politiques et juridiques de la pensée de Diogène. Dans leur réflexion sur l'idée de limite et de la non-croissance, ou de la moindre croissance, quelle place les cyniques envisagent-ils pour le droit ? À vrai dire, on ne trouve pas chez les cyniques de réflexion sur le droit positif en tant que tel. On trouve plutôt une réflexion sur la convention, terme que j'ai commenté au début de mon exposé, réflexion qui va prendre un sens politique. Les maigres témoignages que j'ai pu recueillir m'ont invité à conclure que pour Diogène, la loi est le plus souvent une construction idéologique et un instrument de pouvoir. Elle est en effet indexée moins sur l'idée abstraite de justice que sur les valeurs dominantes de la société, en particulier l'argent et le désir de croissance ou d'accumulation. Et en général, la loi, d'après ces témoignages, selon Diogène, semble défendre les intérêts d'un groupe particulier de la cité et non ceux de toute la cité. Alors, un texte semble aller dans ce sens, c'est le texte numéro 6, dialogue fictif entre Alexandre le Grand et Diogène. Alexandre, personnage intéressant aussi, puisqu'il est à la fois fasciné par Diogène et absolument incapable de le convaincre, essaye de l'impressionner et dit la chose qui suit. Il n'a pour toi aucun intérêt, le roi Alexandre, Diogène, pas le moindre, car aucune guerre ne menace de m'arracher ce qui m'appartient, comme c'est le cas pour les Macédémoniens ou les Lacédémoniens ou d'autres encore, ce qui les pousse à avoir besoin d'un roi. Texte que j'ai cité tout à l'heure. Il se poursuit ainsi. Mais à cause de la pauvreté, cependant, j'ai pour toi de l'importance. Quelle pauvreté, dis-je ? Ta pauvreté, dit-il, qui fait de toi un mendiant dépourvu de tout. Non, ce n'est pas pauvreté que de n'avoir pas d'argent, ni un mal que de mendier, c'est plutôt de tout désirer, ce mal qui vous tient, vous, donc Alexandre était semblable, et d'user de la force. Alors, bien sûr, il est question là de richesse, de pauvreté et de mendicité, mais il me semble aussi qu'il y a là le doigt pointé sur l'origine de la politique, dans une sorte de contrat à la Hobbes, avant la lettre, où tous décident d'instituer un puissant pour protéger ce qu'ils ont et pour continuer à posséder et à croître par acquisition. Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant que la politique du roi lui-même consiste à piller sans limite pour croître. Ce texte invite donc à se demander ce que serait un droit ou un nomisma, une convention, de la non-croissance, ou du moins de la croissance limitée. L'envisager, ce serait réfléchir peut-être à ce qu'on pourrait appeler un droit des pauvres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Non pas un droit, ou non plus peut-être un droit dont les pauvres seraient l'objet, dans le cadre d'un droit fait par et pour les puissants, si je reprends la terminologie de Diogène, ou un droit fait pour les pauvres, par, mais en réalité pour les riches ou ceux qui aspirent à le devenir,
mais un droit qui serait conçu depuis une pensée de la pauvreté elle-même, au sens cynique du terme, c'est-à-dire depuis la non-croissance. Bref, une idée du droit dont la pauvreté serait la base ou la norme anthropologique fondatrice, avec comme valeur fondamentale la liberté. Ce droit ferait du pauvre, et je m'excuse du caractère très général de cette dénomination, parce qu'il y a peut-être diverses façons d'être pauvre, ce droit ferait du pauvre non pas le destinataire ou le bénéficiaire marginal d'une série de mesures d'assistance conçues depuis la position normative des sujets pensés comme centraux, mais au contraire un droit qui redéfinirait l'accès aux droits fondamentaux, et plus généralement le droit de cité, depuis la position des pauvres, désormais pensée comme centrale et potentiellement commune. Nous pouvons tous être pauvres. Pour ce faire, un bon point de départ serait peut-être de comprendre la pauvreté actuelle, alors beaucoup de gens travaillent sur ce sujet, moins comme une altérité dépossédée et sans, ce sont les fameux sans, les sans domicile, les sans droit, les sans voix, que comme un point de vue de vérité sur le dysfonctionnement des sociétés néolibérales, et deuxièmement, comme une source ou comme un point d'où il est possible de s'auto-affirmer pour tracer le partage entre ce qui est fondamental et nécessaire d'un côté et ce qui l'est moins de l'autre, et pour repenser ainsi peut-être un monde vraiment commun. Voilà, j'espère avoir montré dans cet exposé un peu long qu'il y a une véritable actualité du cynisme antique, et en particulier la figure de Diogène, pour réfléchir à ce que pourrait être l'après-croissance. Merci. Voilà. Très grand merci Étienne Elmer pour ce bel exposé et les idées très intéressantes qu'il fait germer, et notamment aussi cette conclusion plus personnelle et engagée. Merci beaucoup. Mais avant de lancer le débat, Joachim Lacrosse réagir. Voilà, je voudrais plutôt que contredire le propos, je remercie aussi Étienne pour cet exposé. Plutôt que de le contredire, je voudrais prolonger son propos. Donc, le courant cynique, il ne s'agit pas vraiment d'un courant, pas vraiment d'une école de pensée comme les stoïciens ou les épicuriens, mais plutôt d'une lignée de vocations individuelles qui sont suscitées par l'exemple de la figure de Diogène. Ce courant a été assez injustement traité par la postérité et encore aujourd'hui, à mon avis, par les historiens de la philosophie qui lui réservent souvent une place assez marginale. L'usage du terme, comme on le sait dans la langue française, est pour le moins péjoratif et on a perdu un peu le sens qui était celui de Diogène. Les cyniques sont beaucoup plus que des bouffons provocateurs, grossiers et dépravés. Tout d'abord, du point de vue des valeurs qui sont portées par la philosophie cynique, ces valeurs apparaissent étonnamment modernes et même révolutionnaires pour l'Antiquité. Les cyniques sont anti-esclavagistes, égalitaires, attachés à la justice sociale, à tel point qu'on a pu parler d'une philosophie du prolétariat grec. En tout cas, ce sont des philosophes qui viennent sociologiquement du peuple, alors que la plupart, même la quasi-totalité des philosophes grecs viennent d'une élite aristocratique. Les cyniques sont féministes. Hipparchia, la première femme philosophe, voulait s'adonner à la philosophie plutôt que de s'adonner aux tâches ménagères. Ils sont pacifistes, cosmopolites, citoyens du monde, adversaires de tous les despotismes, défenseurs de la liberté d'expression, agnostiques, libertaires et d'une certaine façon écologistes, voire altermondialistes. Donc voilà, déjà comme moralistes, les cyniques ont une étonnante actualité d'emblée par les positions qu'ils défendent, et puis leur posture philosophique elle-même est une posture philosophique à part entière, une posture critique, une critique mordante bien sûr, et tout à fait originelle, radicalisant la posture socratique. Si Diogène veut être la mauvaise conscience de son époque, s'il veut faire le contraire de tout le monde et ensauvager la vie, c'est dans un but philanthropique, pédagogique, citoyen, pourrait-on dire. Le chien, l'emblème qui est la mascotte du courant cynique, le chien est le gardien de la cité, il mord et il aboie, mais il le fait pour le bien commun. Donc il s'agit d'interroger sur un ton très mordant les valeurs dominantes, donc pratiquer la subversion, le renversement des valeurs,
qui est l'autre interprétation qu'on peut faire de cet épisode de la falsification de la monnaie. Nietzsche se souviendra de cette idée de renversement des valeurs au moyen de l'humour, de l'insolence, de la provocation. C'est aussi une posture qui n'est pas seulement critique ou négative, mais c'est une posture affirmative, comme l'a très bien montré Étienne Elmer, notamment sur cette pauvreté comme point de vue de vérité et non comme privation sociale, économique. C'est une philosophie qui a la particularité, par rapport à la plupart des autres courants de l'Antiquité, d'accorder beaucoup plus d'importance à la praxis qu'à la théoria. Les cyniques philosophent par les actes. À Platon, qui définit l'homme comme un animal bipède, Diogène apporte un poulet déplumé. Une philosophie donc qui va affirmer, incorporer, incarner ces principes dans la figure de Diogène et qui cherche avant tout à provoquer des effets concrets, désinhibition, libération, révolution même. Diogène, pour reprendre les termes de Peter Sloterdijk, Diogène apporte une réponse plébéienne à l'idéalisme aristocratique. Et, son geste consiste à pisser et péter contre le vent idéaliste platonicien. Alors comme le stoïcisme, qui est un courant de la même époque, d'ailleurs le fondateur du stoïcisme était un élève d'un des premiers philosophes cyniques, Cratès, comme le stoïcisme, mais de façon diamétralement opposée, la philosophie cynique est une invitation à penser la vie conforme à la nature. Qu'est-ce que c'est que cette vie conforme à la nature? Physis, la nature, pour les Grecs, c'est avant tout, dès les présocratiques, un processus d'épanouissement à partir d'un germe initial, donc un processus d'expansion ou de croissance, pourrait-on dire, à partir d'un germe initial. La physique stoïcienne consiste en une expansion continue de la matière et de l'univers à partir d'un noyau initial. Cette physique est aussi caractérisée par son panthéisme. La nature est considérée comme un logos divin, une raison divine, donc un univers organisé, ordonné, en vertu de la loi de la sympathie universelle. Alors dans ce contexte, dans le contexte de cette physique stoïcienne, l'éthique va consister à accepter les choses telles qu'elles sont, c'est le fameux amor fati, l'amour du destin, et à agir seulement sur ce qui dépend de nous. La question du bien commun, qui était celle de la cité grecque, est remplacée chez les stoïciens par celle du rapport entre l'individu et l'universel, la raison ou le logos du sage est cherchant à être en adéquation avec la raison ou le logos du cosmos, de l'univers. Du point de vue politique, le stoïcisme fut souvent l'idéologie des classes dominantes dans l'Empire romain et a été associé aussi à une idéologie impériale, expansionniste, en analogie évidemment avec la physique de ce courant. Donc ce cosmopolitisme impérial, on pourrait dire, des stoïciens est très différent du cosmopolitisme et de la vie conforme à la nature telle qu'elle est prônée par les cyniques, qui eux sont les philosophes populaires par excellence. Les cyniques vont plutôt jouer l'opposition physis-nomos, physis la nature, par opposition à nomos, la loi, la convention, les règles de politesse. On pourrait dire que chez Aristote et chez les stoïciens, d'une certaine façon, en simplifiant très fort, le nomos, c'est un peu le prolongement de la physis, le prolongement humain de la physis, c'est la variante humaine de la physis, alors que ici, il y a vraiment une opposition entre les deux. Dans la recherche de l'ataraxie, de l'absence de trouble, ce qui nous trouble précisément, ce qu'il s'agit de vaincre, ce sont les inhibitions et les obstacles qui sont posés par les lois, les conventions, les règles de politesse, les rites civils et religieux, les échanges marchands, etc., etc. Donc, toute chose qui place les hommes dans un rapport de dépendance par rapport au système socio-économique, dans une forme d'affairement et d'aliénation que Étienne a bien décrit en évoquant la polytéléia. Physis, par opposition à nomos, va donc recevoir un sens beaucoup plus existentiel que celui qui lui est donné par les autres philosophes grecs.
Physis va désigner une ascèse exigeante, un retour à une vie simple et frugale, avec, pour les raisons que Étienne a bien décrites, basée sur l'économie de moyens et d'artefacts, qui va déboucher sur une critique de la luxure et de la technique. Donc un idéal de dénuement, d'autosuffisance, qui préconise une économie de proximité, et voire même des systèmes d'échanges locaux, un dîner ou du pain contre de la philosophie. Le bonheur pour les cyniques, dès lors, dans cette conception de la physis, consiste non pas à dominer et capitaliser en vue de la jouissance, mais plutôt à jouir de n'avoir rien, dans la joie et la sérénité, par exemple être couché au soleil, observer le train des choses, etc. La conception de l'homme aussi est résolument provocatrice chez les cyniques. L'homme est un animal inquiet, craintif, mu par des désirs sophistiqués et contradictoires, et non pas l'animal rationnel supérieur au reste des êtres vivants. C'est même l'animal sauvage qui va lui servir de modèle, l'animal sauvage qui se contente de peu, qui s'adapte aux circonstances, etc. Alors en 1983, lors du bicentenaire de la publication de la critique de la raison pure de Kant, Peter Sloterdijk a donc écrit un livre intitulé La critique de la raison cynique, qui a eu un énorme retentissement, qui a été un des plus grands succès de librairie pour un livre de philosophie en Allemagne à l'époque. Peter Sloterdijk est influencé à cette époque par l'école de Francfort, et notamment par un texte de Adorno et Horkheimer qui, en 1944, un texte de Adorno et Horkheimer écrit en 1944, avec lesquels il dresse le bilan du projet de l'Aufklärung, donc des Lumières, projet qui consistait à libérer l'homme de la magie et de la superstition grâce aux progrès techniques, scientifiques, économiques et politiques. Concevant l'Aufklärung au sens plus large de pensée en progrès, à tel point que le traducteur français de Adorno et Horkheimer traduit le terme Aufklärung par raison avec une majuscule, Adorno et Horkheimer constataient l'échec de ce projet en se comportant de façon totalitaire, en ne reconnaissant que ce qui peut être rendu manipulable, configurable, objectivable. La raison a appauvri son objet et a perdu de vue son objectif. La technique est l'essence de cet arraisonnement compulsif des ressources naturelles, mais aussi humaines. Dans le monde rationalisé, les hommes veulent apprendre de la nature comment l'utiliser, afin de la dominer plus complètement, elle et les hommes. L'animisme avait donné une âme à la chose, l'industrialisme transforme l'âme de l'homme en chose. Les innombrables agences de production de masse et la civilisation qu'elles ont créées inculquent à l'homme des comportements standardisés, comme s'ils étaient les seuls qui soient naturels, convenables et rationnels. L'homme ne se définit plus que comme une chose, comme un élément statistique, en termes de succès ou d'échec. Auschwitz, le Goulag et Hiroshima sont les symptômes les plus criants de cette machine rationnelle devenue folle qui s'est retournée contre ses créateurs. La terre entièrement éclairée, disent Adorno et Horkheimer, resplendit sous le signe des calamités triomphant partout. À partir de ce sombre constat, Peter Sloterdijk oppose le cynisme au sens moderne et contemporain du terme, cynismus, à celui de Diogène et de ses disciples, kynismus. Donc on va en allemand dédoubler les termes qui désignent le cynisme ancien et le cynisme au sens moderne. Le cynisme contemporain, cynismus, est décrit par Sloterdijk comme une fausse conscience éclairée. Fausse conscience éclairée, il y a une contradiction déjà dans les termes. Donc, une conscience éclairée, certes, mais qui ne débouche sur aucune transformation. Être cynique aujourd'hui consiste, pour ainsi dire, à agir tout en étant conscient des résultats désastreux de son action. Confère la conduite automobile, la consommation frénétique de produits industriels, fabriqués dans des conditions inhumaines, etc., etc. Donc c'est une forme paradoxale de l'aliénation, puisque c'est une aliénation qui est tout à fait consciente d'elle-même, éclairée par la raison. Mais ce qui n'empêche pas les individus contemporains d'agir. Or, cette fausse conscience éclairée, produit direct de l'Aufklärung, est devenue un phénomène de masse. Là où elle était auparavant un phénomène marginal, c'est devenu un phénomène de masse lié à l'anonymat urbain. Le solitaire amer est devenu une forme de normativité généralisée. Sloterdijk va préconiser, pour donner une nouvelle vitalité à l'Aufklärung, parce qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne s'agit pas de prôner l'irrationalisme, mais de renouveler plutôt le projet de l'Aufklärung.
Sloterdijk va préconiser de promouvoir le retour du cynisme ancien, donc du kynismus, avec son insolence irrévérencieuse, son exubérance affirmative et critique. Alors il va les confronter dans toute une série de domaines, médecine, politique, philosophie, préconisant par exemple d'adopter la posture du gai savoir nietzschéen, qui affirme une intelligence ludique et flottante face à une conception, à une recherche de la vérité, à une prétention à la vérité qui serait la recherche des fondements, qui serait fondée sur la recherche des fondements, qui consisterait en une recherche des fondements. Donc face au cynisme de l'homme contemporain qui veut dominer et capitaliser en vue de maximiser sa puissance, on pourrait donc jouer avec Sloterdijk le kynisme joyeux et provocateur qui oblige l'homme à se reconnecter à son environnement naturel, à la physis, et à son corps en visant l'autosuffisance et la simplicité des moyens de subsistance. Et c'est ce que je pense que ce qu'a fait Étienne, ça va dans cette direction-là.